important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Mais oui, même en Coupe de France, le plus important, c'est les 3 points. Elton, de quoi tu veux parler ce soir? Alors, en 1, je vais commencer à parler de la bonne passe de Strasbourg après cette victoire contre le Havre, déjà sur le score de 3-0. Et là, rebelote, donc ça fait du bien dans une période qui a été plutôt difficile. En 2, j'ai quand même envie de mettre en avant la forme d'André Santos. C'était déjà son 7e but avec Strasbourg et sa facette de buteur est quand même très appréciable pour le club. Et en 3, j'ai quand même envie de mettre en avant le niveau compétitif des clubs amateurs semi-pro, où vous pouvez choisir ce que vous voulez. Entre vendredi et aujourd'hui, je me suis quand même régalé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises. Greg, tes 3 points ce soir. Alors, ça va être très frais, l'Atlético Madrid. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais le pragmatisme et l'efficacité, c'est la marque de fabrique et la philosophie del Cholo. Et à l'intérieur de cela, j'ai envie de mettre vraiment en avant Oblak. Alors, il est vrai qu'on parle un peu moins d'Oblak que Courtois ou d'autres gardiens, mais il est vrai que pour moi, c'est le plus régulier sur ces 10 dernières années et c'est une valeur sûre. Et si tu l'as dans ton équipe, je crois que tu es très très bien. Ouais. Et pour finir, Montpellier, la déroute, 4-0. Tu es en droit de perdre en coupe. Maintenant, pas comme ça. Pas comme ça, t'en prends 4 et je pense qu'ils sont complètement démobilisés et je suis très inquiet pour Montpellier. Et justement, la Coupe de France, maintenant, le 32-16. Venez partager avec nous vos émotions. Je ne vais pas vous rappeler tous les résultats sur ces 32e de finale, mais effectivement, c'était dans les 3 points d'Elton. Il y a quand même pas mal de surprises. Et ce soir, Strasbourg s'impose 3-0 face à Calais. Il y avait 4 divisions d'écart et c'est l'un des seuls clubs de Ligue 1 qui a réussi à s'imposer facilement contre un club amateur. Il y a Nantes qui a battu Drancy 4-0. Mais sinon, ça a été galère pour pas mal de clubs. Évidemment, la grosse galère pour Montpellier qui a pris 4-0 face au Puy-en-Velay, club de National 2. Le Havre, club de Ligue 1, a été sorti par le Stade Briochin 1-0. Donc ça, c'est les 2 clubs de Ligue 1 au tapis. Mais même pour les autres, c'était compliqué. Nice s'en sort au tir au but face à Corté en Corse. Brest s'impose 1-0 simplement face à La Roche-sur-Yon. Le TFC également qui s'en sort au tir au but face aux Lyonnais. On aurait pu avoir d'autres grosses surprises. Et puis parmi les surprises du jour, je veux retenir également la victoire de Taon, club des Vosges, qui s'impose face à Amiens 2-1. Il y a Karim qui nous appelle au 32-16 parce que parmi les résultats, un autre club de Ligue 2 a été mis au tapis. C'est Martigues, battu 4-1 par Bourgoin-Jallieu. Et Karim est un supporter de Bourgoin. Salut Karim. Salut à tous. Salut Karim. Bienvenue dans l'After, bienvenue sur RMC. Merci, Karim, c'est gentil. Raconte-nous cet après-midi folle. En fait, voilà, supporter de Bourgoin, avec plusieurs collègues qui jouent dans l'équipe de Bourgoin notamment. Et là, moi, je voudrais réagir, c'est qu'en fait, c'est une victoire où j'ai trouvé, on parle souvent du petit et du gros. En fait, même si Martigues est dernier en Ligue 2, là, c'était Bourgoin qui était la Ligue 2 et Martigues qui était une Nationale 3, en fait. Il y avait un écart énorme. Il y a 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Il pourrait avoir même beaucoup plus. Et même ne serait-ce que dans le jeu, dans l'intensité, dans le physique, dans la technique. J'étais très, très, très déçu par Martigues. Et pas surpris de Bourgoin, en fait. C'est une équipe que je suis assez souvent et ils étaient vraiment à leur niveau et j'ai trouvé, pour une Ligue 2, j'ai été très très déçu. Ouais. C'est sûr que Bourgoin les a mangés tout le match en fait. Et Karim, quand tu dis j'ai des collègues dans cette équipe, ouais. c'est collègues au sens propre du terme ou c'est des potes ou c'est vraiment des collègues de boulot? Non, c'est des potes, notamment le numéro 6. Grosse dédicace à Bilal Moumen, le numéro 6, qui a été énorme aujourd'hui et c'est mon poteau, donc voilà, grosse dédicace à lui. Et on est d'accord, ces joueurs ont des jobs à côté? C'est ça, la plupart. Il fait quoi ton pote par exemple, là, celui dont tu viens de parler? Non, ils essayent de se professionnaliser un petit peu, donc ils ont tous des contrats, mais ça reste du semi-amateur quand même. Donc c'est vrai qu'il y en a qui bossent à côté. Moi, mon collègue, il fait des petits boulots aussi par-ci par-là, mais autrement, ils sont quand même beaucoup axés sur le foot, ouais. Bon, et puis c'est bien de montrer aussi qu'à Bourgoin-Jallieu, il n'y a pas que le rugby. C'est ça, c'est ça. Non, le club de foot, ils se débrouillent pas trop mal. Ouais. Ils sont 2e en N3, donc ils descendent de N2, donc c'est vrai que ça travaille bien. Qu'est-ce que tu veux en 16e? Est-ce que tu veux un petit pour continuer à rêver, te dire on avance en Coupe de France? Là, il faut du gros. Le top, on en parlait avec des collègues, je pense qu'il y a un Olympique Lyonnais ou un Paris-Marseille, franchement, ça serait magnifique. Ouais. Là, je pense qu'il faut prendre du très gros maintenant.
Lyon qui s'est qualifié un peu dans la Ouais, douleur aussi cet après-midi, c'est ça, 2-1 face c'est à ça. Feignolnois. Et Je puis pour pense qu'il y a Marseille et Paris, il faudra attendre demain. Ils jouent Ouais, demain. c'est ça. Mais un match contre l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ouais. Comment vous expliquez, et là je me tourne plus vers Greg et Elton, mais c'est vrai que voilà, j'ai donné quelques résultats, ça a été galère pour quasiment tous les gros clubs, que ça a été aussi dur sur ce 32e de finale, parce que c'est aussi la première fois qu'on joue là, 21 décembre, et j'ai l'impression que c'est quand même pas, c'est pas anodin. On est peut-être sur un truc, c'est le dernier match avant les vacances. Est-ce que vous pensez que les gros clubs Se démobilise. Ouais, ont peut-être eu du mal à, Moi, je vois à être à 100% je vois deux dans la raisons tête. évidentes. Tu l'as évoqué, le calendrier, tu joues fin décembre. C'est vrai qu'inconsciemment, tu peux dire c'est le dernier match de l'année et que tu peux te relâcher. Mais pour moi, la deuxième raison, et c'est pour moi la plus importante, la notion de dynamique. Sincèrement, quand j'ai vu Montpellier face au Puy, qui était quand même quart de finaliste de l'année dernière, quand j'ai vu Le Havre qui est allé à Saint-Brieuc, Le Havre qui n'est pas dans une bonne dynamique du côté de la Ligue 1, aujourd'hui, est-ce qu'on est surpris? Non. Parce que à partir du moment où tu affrontes ces équipes qui, même s'ils sont de division inférieure, et ben avec cette notion de dynamique où tu n'es pas nécessairement en confiance dans ton football, et ben tu peux tomber sur 2-3 pièges. Même Nice, on l'a évoqué, Nice va au pénalty parce que Nice en ce moment est en difficulté. Nice accuse beaucoup de joueurs qui sont absents, donc forcément les cartes peuvent être Ouais, il y a eu des redistribuées. faits de jeu, je crois qu'il rate un péno, il joue à 10 rates un pendant péno. longtemps. T'as Diop qui rate bon, le c'est pénalty compliqué, rapidement, t'as Nanjou qui prend un carton rouge très évitable, et donc par rapport à ça, tu rentres dans une dynamique où qui joue contre toi. Après, à la base, on dit souvent que l'équipe pro a plus de maîtrise technique, notamment oui, la maîtrise du ballon, avec plus de justesse. La qualité de la pelouse, Ça nivelle, ouais, ça nivelle énormément le niveau. C'est vrai qu'on a vu là de pas mal de Il y a eu pelouses, des pelouses un peu assez bizarres, hein, on est d'accord. avec des bosses et tout. Mais J'ai je l'impression pense que c'était que mon jardin, il y avait des taupes partout, c'était fou. Je pense que certaines municipalités n'ont pas fait le Après, si je pourrais nécessaire. rajouter quelque chose, Vas-y, il Karim. y a aussi de très bons joueurs en N2, N3 qui n'ont pas été loin de franchir le cap et de Oui, qui étaient et dans de les bons signer centres pro de dans des formation. clubs. Ouais. Nous on voit à Bourgoin là, il y a 2-3 joueurs qui peuvent aspirer à jouer beaucoup plus haut et qui sont suivis par des clubs et que ça m'étonnerait pas que l'année prochaine ils partent. Donc Dans le numéro 6, comme ça, au hasard. ouais, le numéro 6, le numéro 10 notamment, et qui sont suivis aussi. Donc c'est des très bons joueurs. Hein. C'est sûr qu'il y a des anciens qui ont joué un petit peu en pro, qui ont fait une grosse carrière en National ou Ligue 2. C'est vrai que ça fait des jolis effectifs quand même. Hein, pour mais après, juste pour finir, quand il y a eu le tirage, la Coupe de France s'est jouée sur 3 jours. Et je sais de sources sûres que la majorité voulait jouer le vendredi. Eh oui, pour partir en vacances plus tôt. Partir en vacances. Donc déjà, ça montre un peu l'état d'esprit aussi. Ouais, mais après, pour moi, c'est davantage une question footballistique que motivationnelle. Hier, par exemple, Lille, ils ont souvent mis en avant leur série d'invincibilité. Face à Rouen, ils ont été challengés. J'ai pas eu l'impression de voir une équipe qui a manqué de motivation. Tout à l'heure, Saint-Brieuc, pour moi, le meilleur joueur du Havre, c'est Gorgelin. Parce que dès le début, Saint-Brieuc te rentre dedans et t'es pas en mesure de répondre. Même Brest, ils sont pas loin d'aller sur la séance de tir au but, précisément parce qu'en face, La Roche te pose des problèmes. Donc pour moi, c'est surtout une question footballistique. Et puis il y a aussi l'activation mentale. Moi, je te jure que quand on jouait contre des équipes qui avaient 2 divisions d'écart, pour rentrer dans le match, c'est pas évident. Ça, oui. Ouais, ça, c'est important et ça équilibre un petit peu. Et puis il y a quelque chose que vous oubliez, que Drago nous écrit dans le chat de la chaîne YouTube. La magie de la coupe, les gars, alors. Bien sûr. La fameuse, célèbre magie de la coupe de France. Tu vois, par exemple, la performance de Luciani dans les buts du côté de Corté. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Il fait 16 parades à un moment donné. Il fait 1m52 et il a fait un match. Et il prend tout à un moment donné. Karim, merci d'avoir été là. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci à vous, les gars. Merci. Bonne soirée. Tu vas fêter ça avec tes potes ou pas ce soir? Non, tranquille, faut pas non plus, on n'a pas non plus gagné la Coupe de France. Hein. Waouh, ils sont là, carrément discours de pro. Ouais, quoi. Je pense qu'ils vont la fêter, mais. Et oui, on prend les matchs les uns après les autres, et l'important c'est les 3 points. Salut Karim. Au prochain match. Merci beaucoup les gars. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, passe de bonnes fêtes. Ciao Karim, Merci, bye bye. Zachary nous appelle au 32-16, supporter lyonnais. Salut Zachary. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'after. Salut Zachary. Sur RMC. Greg Pesley, ancien demi-finaliste de la Coupe de France. Elton Mokolo, finaliste de la Coupe de France sur FIFA, peut-être. Vous avez revu une fois ou deux, moi c'est juste du Val-de-Marne avec le CAP Charenton. Ah, bien quand même. Bien quand même. CAP Charenton, en poussin par contre, c'était il y a très longtemps, en 2002. Attends, la Coupe, j'ai gagné en poussin. Ça fait encore une différence. Bon, Zachary, t'as failli te retrouver dans aussi un mauvais wagon là. Ça a été compliqué pour l'OL. Hein. C'était un peu dur. Bon, il y a eu quelques points positifs évidemment. Ça faisait plaisir de revoir un coup franc direct à Lyon. C'est assez rare pour être signalé.
Mais une petite victoire aussi, hein. C'est Poussive qui met fin à l'année, mais au moins on est qualifié. On ne s'est pas éliminé d'entrée de jeu. Donc je suis plutôt content, mais bon, le match faisait pas plaisir. Bon, après, c'est la qualif qui le retient. C'est Cacré, je pense que vous avez dû le voir. Ah ouais, Cacré, son match a été très très compliqué. D'ailleurs, il sort à la pause au profit de Cherki. C'est ça, c'est exactement, il sort à la pause. Il s'était pris un jaune quelques minutes avant. C'était dur. C'est dommage parce que c'est un joueur, je pense que vous avez dû entendre tous les Lyonnais l'aiment, on va dire. Ouais, là, il est au fond du seau. C'est-à-dire qu'il joue plus du tout. Là, il est titulaire dans une équipe. Pierre Sage a fait pas mal tourner et il met pas un pied devant l'autre, quoi. Malheureusement, après, c'est la Coupe de France. On connaît les équipes de CFA, etc., qui cartonnent à chaque fois. Mais tu es censé, surtout à ton niveau, que tu as été capitaine des espoirs, etc., réussir à faire un bon truc. Mais après, c'est un cercle vicieux. Hein. Parce que tu as été titulaire, après, tu n'as plus joué. Tu fais des bouts de match, donc tu manques de rythme. Après, quand on t'aligne titulaire, c'est pas que tu as un peu moins de repères, mais tu as un peu moins de gaz. Et puis on te juge à l'instant T. Et en plus de ça, sur un match de Coupe de France où tu joues des adversaires, ou parfois, alors sans dénigrer ou quoi que ce soit, la logique voudrait qu'il joue à droite, mais il va jouer à gauche et tu passes pour un con. Donc c'est très compliqué à gérer. C'est vrai. Après, on a eu quand même quelques points positifs. Benamra qui fait un très bon match. Voilà, ça fait plaisir de le voir parce qu'il y a eu quand même quelques mauvais matchs aussi, lui aussi. Et surtout, Zachary, quand même, malgré le match. Après, tu gagnes 2-1, il y avait 2-0, Feignolnois marque en fin de match. Ils se sont fait peur à la fin. Voilà, tu as eu un tout petit peu. Mais surtout, c'était le dernier match d'une année 2024 complètement dingue, quand même, pour Lyon. Parce que c'est incroyable. Du 1er janvier, si tu reprends du début 2024 à ce soir, 21 décembre, l'année civile, elle est exceptionnelle pour Lyon. C'est ça. On a eu quand même des belles sensations, des bonnes mémoires, on va dire, des trucs qui nous resteront jusqu'à la fin. Bon, après, c'était peut-être pas des choses qu'on aurait espéré avoir, on va dire. J'aurais préféré pas avoir toutes ces sensations et pas être 20e à un moment. Mais c'est et on espère retourner en finale de Coupe de France. Hein. Pourquoi pas. Il y a toujours une première étape comme ce soir. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Voilà, un retour de Lacazette en forme, un retour d'une équipe en forme. Et de beaux matchs qui vont arriver. Tout ce qu'on peut espérer. Merci Zachary d'avoir été là. À bientôt. Messieurs, je voudrais vous remercier pour la revue de l'after qui s'arrête. Voilà, je suis abonné depuis le début et merci. Pour remercier l'arrêt de là, tu veux dire, t'es content que ça s'arrête ça il a pas dit ça. Fait tous ces numéros, que ça continue, mais merci pour tout le travail qui a été fait. Ça marche, on transmettra. Merci à toi Zachary, en tout cas. Salut Zachary, passe de bonnes fêtes. Bonne fête à vous, messieurs. Merci, bye bye, à très vite. Il est 23h15, c'est l'after avec Greg Paisley, avec Elton Mokolo, le Paris Saint-Germain et Barcola au programme dans quelques minutes. Mais on conclut, on poursuit notre petite libre antenne, la Coupe de France. Vous êtes pas mal à nous appeler, ça fait plaisir. Avec Stéphane, supporter havrais, qui est là au 32-16. Salut Stéphane. Ouais, salut à tous, merci. Salut Stéphane. Salut. Ouais, le Havre sorti par Saint-Brieuc 1-0. Juste avant de te donner la parole, je voudrais vous faire écouter, vous lire la déclaration de Mathieu Bonnemer, très en colère ce soir, directeur sportif, qui dit, je cite, on ne peut pas expliquer ce manque de respect vis-à-vis du club, des supporters, du staff. Ceux qui ont envie de mouiller le maillot, ils reviennent. Les autres, ils feront ce qu'ils veulent de leur vie. Est-ce que c'est un discours que tu partages? Est-ce que tu penses pareil, Stéphane? Écoutez, alors tout d'abord, de vives félicitations vraiment à Saint-Brieuc. Moi, j'ai regardé le match. À la mi-temps, le HAC devait être mené au moins 2-0. Si Gorgelin n'avait pas fait tous ses arrêts. Bon, et puis après, ce que nous dit le directeur sportif ce soir, écoutez, cette année, c'est Chronique d'une mort annoncée, quoi. C'est un roman de Garcia Marquez, auteur colombien. Moi, je suis abonné au HAC, avec mon fiston. Il y a de très bonnes refs. Hein. Oui, cette année, excusez-moi, mais c'est une indigence absolue ce qu'on est en train de vivre. Et je crois que tout le public havrais ne s'attendait pas à ça. Parce qu'on a quand même une équipe qui peut tenir la route. Ça fait 2 ans que tous ces joueurs jouent ensemble, en fait, avec quelques recrues, même s'il y a des gros problèmes budgétaires. Mais sérieusement, on a de bons petits joueurs. Et la catastrophe, il ne faut pas se cacher, c'est Didier Digard, qui à chaque match à domicile, en tout cas, et à l'extérieur, propose des compositions complètement aléatoires. On n'a pas de milieu de terrain, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien à domicile, mais c'est la catastrophe de catastrophe. Et j'ai bien peur parce que, si vous voulez, le HAC, c'est un public assez familial, assez tranquille. Et on avait quand même cette année 13 000 abonnés.
Ce qui est déjà pas mal. Le stade est souvent rempli et là, de match en match, le stade se désemplit. Là, contre Strasbourg, on était à peine 15 000. À la mi-temps, le stade s'est désempli. Il y a un désamour qui est en train d'arriver. Un désamour absolu. Digard, personne ne comprend Digard. Absolument arrogant, des compositions folles, des joueurs qui devraient jouer qui n'y jouent pas. Donc, moi, je suis pas dans le club, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, en tant qu'abonné, je regarde tous les matchs du HAC. En fait, comme j'aime bien cette équipe, c'est mon équipe, sans être un ultra fou. Alors, moi, je suis enseignant, donc je suis plutôt calme et tout ça. Mais oui, moi, je suis abonné avec mon fils. Mon fils, qui est sportif, il vient même plus au match, quoi. Donc, voilà. Donc, on en est là. C'est d'une tristesse effrayante. Et pardon, je finis, c'est qu'il y avait vraiment un beau petit projet. Et depuis le départ d'Esner, c'est catastrophique. Il ne plus rien se passe. Et voilà ce qu'il dit sur le Havre. Voilà ce que c'est tyrolien. Moi, je suis un vieux, je suis sur Facebook. Et c'est que voilà, Digard, c'est le pote de Godner, et donc il va rester jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ça la catastrophe. Et ça agace tout le monde, en fait. Est-ce que Elton et Greg, vous partagez l'analyse de Stéphane? Pour moi, le problème, c'est Digard plus que l'effectif. Pour moi, il y a une rupture justement par rapport à la saison dernière, parce que parfois, il pouvait arriver des moments, des matchs où le Havre pouvait être inférieur, mais à côté, il y avait toujours cette générosité qui ressortait si bien qu'on mettait en avant le côté naïf du Havre. Mais là, cette saison, je vais y aller, c'est que le Havre provoque une indifférence. C'est-à-dire qu'on peut m'expliquer le fait que, oui, le Havre n'est pas dans une bonne passe en Ligue 1. D'accord, mais dès le début de match, ce n'est pas normal de voir Gorgelin aussi déterminant. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'on est sur ton dernier match, on est sur un match de Coupe de France, tu dois avoir un côté beaucoup plus protagoniste dans la rencontre, et là, tu as été spectateur pendant 90% de la rencontre. Et paradoxalement, le but arrive à un moment où justement tu commençais à sortir, tu commençais à générer des choses. Et tu prends le but sur coup de pied arrêté. Là aussi, manque d'agressivité. Ça, c'est pas normal. Donc ça démontre bien du côté du Havre. Pour moi, il y a une forme de rupture par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Alors, juste pour finir par rapport à... C'est la deuxième saison du Havre en Ligue 1. Avec Elsner, ils ont surfé sur la dynamique de la montée. Après, quand tu es promu, généralement... L'année 2, ouais. L'année 2 est plus compliquée. Il faut assumer. Et déjà, sur la première année... tu es en capacité, avec un groupe qui vient juste de monter, d'exister sur 20-25 matchs de Ligue 1. Si tu n'as pas trop de blessés, si tu n'as pas trop de suspendus, des joueurs majeurs qui sont en méforme, tu peux t'en sortir. C'est ce qui s'est passé pour le Havre. Tu as un budget qui ne t'a pas permis de pouvoir recruter, de te renforcer correctement. Mathieu Bonnemer fait avec les moyens du bord aussi, je pense. Et après, par rapport au fait que Didier Digard soit son pote ou pas, je pense que Mathieu Bonnemer est assez grand pour faire le distinguo entre le pote et le professionnel. Non, mais c'est juste pour finir, pour dire que Mathieu Bonnemer, quand il était à Évreux, il n'a pas hésité à virer son père. Donc je pense qu'il n'hésitera pas à virer Didier Digard s'il est plus dans le projet. Il a viré son père? Bien sûr. Comment ça, il a viré son père? Il était dirigeant et il voulait plus de son père au club. Donc je pense pas que ce soit un problème de virer Didier Digard pour lui. Ah oui, effectivement. Donc voilà, donc je pense que c'est des faux arguments ça. Et moi, c'est l'attitude des joueurs, c'est l'attitude des joueurs qui, encore une fois, est apathique. Parce que j'ai regardé le match. En plus, je l'avais bien mis dans un calendrier parce que je savais que c'était l'équipe la plus susceptible de tomber avec Montpellier. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Stéphane, merci d'avoir été là en tout cas. Bonne soirée quand même. Passe de bonnes fêtes, Stéphane. Bonne soirée. Voilà, merci, toi aussi. Bonne fête, Stéphane. Merci d'avoir été là. Et profite bien des fêtes parce que quand tu reviens en janvier, c'est Marseille, Lens, et puis Reims et Brest pour le Havre, calendrier un petit peu compliqué. Et puis souligner aussi quand même ce soir que Montpellier a pris 4-0 face au Puy-en-Velay. Montpellier éliminé par un club de National 2. Voilà. Les fêtes pour Monsieur Nicolin seront peut-être un peu plus compliquées. Ça va être un peu plus compliqué, effectivement.